Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Bonjour. La tempête Florian a conduit la SNCF à réduire son offre de transport aujourd'hui et l'impact se fait ressentir en Ile-de-France, votre région ce matin. Moins de RER, moins de TER aussi. Vous qui êtes responsable des transports en commun en tant que patronne de la région, qu'est-ce que vous dites aux usagers ce matin qui galèrent pour aller bosser notamment ? Alors oui, c'est un démarrage difficile de l'année pour les Franciliens, mais les arrêts de ligne n'auront lieu qu'à partir de 9h. 9h, 9h30. En réalité, la tempête Florian est une tempête qui est extrêmement dangereuse parce qu'avec les vents violents, elle peut provoquer des chutes d'arbres sur les voies. Et donc, pour éviter des accidents qui pourraient être mortels, on est obligé d'arrêter une dizaine de lignes entre 9h et 15h aujourd'hui. Donc, il faut différer ces déplacements si on a prévu de se déplacer entre 9h et 15h. Mais normalement, tout devrait revenir dans l'ordre dans l'après-midi. C'est le principe de précaution qui est appliqué. Ah mais là c'est une question de sécurité des voyageurs parce que dans toutes les zones rurales, dans toutes les zones périphériques de l'Île-de-France, il peut y avoir des chutes de branches d'arbres et ça peut provoquer vraiment des accidents graves. Et sur la route, pareil, précaution aussi. Évidemment, tous ceux qui prennent la route doivent aussi penser à ces chutes d'arbres qui peuvent être mortelles. Blocage aussi du côté des routes justement, avec des agriculteurs qui sont en colère, notamment dans l'Essonne, dans les Yvelines, toujours en Ile-de-France. La coordination rurale, qui est le deuxième syndicat agricole en France, menace toujours de bloquer la capitale. Est-ce que vous comprenez ces actions ? Est-ce que vous les approuvez ? La coordination rurale ne cache pas ses sympathies pour le Front National. Alors je voudrais quand même lui rappeler quelques vérités. C'est que c'est à cause du Rassemblement National et à cause de la motion de censure qu'aujourd'hui les aides à nos agriculteurs n'ont pas pu être votées avant Noël. C'est donc en partie à cause du Front National et de la censure de Marine Le Pen que nos agriculteurs sont dans la panade. Donc moi j'aurais un petit conseil à donner à la coordination rurale, au lieu de bloquer toute l'Île-de-France et d'empêcher tout le monde d'aller travailler, s'ils allaient bloquer le siège du Rassemblement National en leur expliquant que les conséquences de la motion de censure sont absolument dommageables pour les agriculteurs. La coordination rurale qui réfute tout lien avec le Front National, avec le Rassemblement National aujourd'hui. Bien évidemment, et d'ailleurs ça se voit dans nos campagnes. C'était il y a 10 ans. En janvier 2015, Valérie Pécresse, le terrorisme a frappé la France. 17 personnes tuées dans ces attaques à Paris et dans les Hauts-de-Seine, dont nos confrères de Charlie Hebdo. 10 ans après, quelles leçons vous en tirez au-delà des images ? Qu'est-ce que vous en gardez ? D'abord, moi je voudrais avoir une pensée pour nos amis américains qui ont connu en Louisiane un nouvel attentat terroriste islamiste pendant les vacances. Donc cette commémoration des attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, puisque l'année 2025 c'est une grande année malheureusement de commémoration de ces actes tragiques, commence par une prise de conscience que en fait le combat contre le terrorisme islamiste, il est toujours complètement d'actualité. Il n'est pas du tout derrière nous. Donc oui, on va commémorer et on a un devoir de mémoire, mais on a aussi un devoir de protection. Un devoir de protection des Français, un devoir de protection contre le terrorisme islamiste. Et donc c'est avec ces deux urgences, ces deux exigences, moi, que je commencerai l'année. Et bien évidemment, vous savez, j'ai été élue 3 semaines après les attentats du Bataclan, à la tête de la région qui venait d'être massivement endeuillée. Et pour moi, ça reste vraiment une énorme blessure, une énorme douleur. Alors oui, il faut qu'on commémore. Pourquoi il faut qu'on commémore ? Parce que les enfants qui aujourd'hui sont dans les lycées, par exemple, ou qui aujourd'hui vont à l'école, avaient, mettons, quand les enfants qui rentrent en seconde aujourd'hui, ils avaient 5 ans au moment du Bataclan, au moment de Charlie Hebdo. Ils ne se souviennent plus. Et donc, il faut leur redire comment tout ça s'est passé, pourquoi tout ça s'est passé. Leur expliquer que, oui, en France, on a le droit de rire de tout, on a le droit de caricaturer, on a le droit de se moquer, et que c'est une liberté. Et donc, c'est pour ça que la région va beaucoup se mobiliser. Justement, avant de parler du kit pédagogique que vous proposez au lycée francilien, un mot sur cette prise de conscience. 10 ans après, François Hollande, président de la République au moment des attentats, et qui, on le rappelle, avait organisé une grande marche le 11 janvier avec des dizaines, et vous y étiez, des chefs d'État et de gouvernements internationaux, explique aujourd'hui justement que l'esprit du 11 janvier n'a pas disparu, il s'est dilué. Comment vous la traduisez cette phrase ? Je crois qu'on ne se rend peut-être plus suffisamment compte 10 ans après d'à quel point notre liberté
est précieuse et à quel point nous devons nous battre pour la conserver. Cela étant dit, je vous le dis, les attentats de Louisiane il y a une semaine sont une piqûre de rappel, tout comme tous les attentats terroristes islamistes qui se produisent partout dans le monde. Mais ça veut dire quoi? Si on devait réorganiser une marche du 11 janvier demain, il n'y aurait pas autant de Français dans la rue, ces millions de Français qui avaient défilé ce jour-là? On défile toujours en partie, j'allais dire, sous le choc et sous la douleur. Moi, je crois que les Français sont très attachés à ce qui fait le sel de notre esprit français. Et cet esprit français, c'est un esprit qui est libre. Voilà. Et cette liberté d'expression, on doit se battre pour la conserver. C'est pour ça, je vous le disais, que nous allons faire une opération pédagogique en lien avec Charlie Hebdo. Charlie Hebdo avait tendu sa main à toutes les régions de France et nous avait proposé, pour cet anniversaire, de faire un kit pédagogique avec eux. Donc on va faire ces 12 caricatures qui ont fait la France, un kit pédagogique qu'on va proposer à tous les professeurs des lycées. C'est une opération qui commence demain et c'est une opération qui est clairement militante. Elle est militante contre le terrorisme islamiste puisque l'une des caricatures que nous allons présenter, c'est celle de la une de Charlie Hebdo au lendemain de l'assassinat de Dominique Bernard à Arras, où on voit un professeur qui est criblé de coups de couteau et on voit la société française derrière qui le pousse en avant et qui dit on est tous derrière vous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos professeurs sont en première ligne dans la lutte contre le terrorisme et contre l'obscurantisme. Mais précisément, les professeurs, ils sont en première ligne et certains d'entre eux qui peuvent nous écouter en ce moment doivent se dire, facile à dire, mais quand il s'agit de se retrouver devant des élèves et de leur montrer ces caricatures, et on l'a bien vu, on l'a entendu aussi dans des reportages sur France Info, se retrouver avec des élèves qui parfois leur disent est-ce que vous êtes vraiment sûr de ce que vous nous dites là? Est-ce que vous avez vraiment est-ce que vous comprenez, vous, que les professeurs, les enseignants aient un doute au moment de montrer ces caricatures? On ne peut pas le comprendre mieux que moi. Nous sommes la région dans laquelle on a assassiné Samuel Paty. Voilà. Et moi, le lendemain de sa mort, j'étais dans son collège et j'ai fait toutes les marches avec les enseignants, avec les élèves, avec les habitants de Conflans et d'Éragny. Donc, bien évidemment, je connais le choc et je connais le risque aussi d'autocensure qu'il peut y avoir dans nos collèges et dans nos lycées à montrer désormais des caricatures. Et c'est tout l'objet de ce projet que nous avons fait avec Charlie Hebdo, parce que on remonte l'histoire de la caricature. On commence avec Louis-Philippe en poire et on montre à quel point, à l'époque, se moquer du pouvoir, ça pouvait coûter aussi la vie à un caricaturiste. Ensuite, on montre qu'on peut se moquer de toutes les religions, toutes sans exception. Donc on a des caricatures sur les religions. Et puis, surtout, on montre qu'on peut se moquer aussi des jeunes, on peut se moquer, il y a de l'autodérision, on peut se moquer des réseaux sociaux. Et après ce projet, nous ferons un concours de caricatures interlycées et nous demanderons aux jeunes de faire des dessins de presse, des dessins drôles sur la question des fake news et de la désinformation, parce que je pense que c'est une question de société très importante. Comment est-ce qu'on désinforme sur les réseaux sociaux notre jeunesse et de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent eux-mêmes démonter en réalité la manipulation mentale dont ils peuvent faire le Donc plus. l'objectif, c'est d'expliquer aux élèves qu'on peut rire de tout via des caricatures. Et que c'est ça la France. Est-ce que l'objectif, c'est aussi de faire comprendre aux élèves la différence entre terrorisme, islamisme et islam? Parce que vous avez vu aussi de nombreuses associations musulmanes disent on est victime d'amalgame. Moi, je pense que dans un pays comme la France, qui est un pays qui a accueilli dans son histoire depuis des siècles des personnes d'origine, de culture, de religions différentes, amalgamer islamisme et islam, ce serait une erreur fatale. Voilà, ce serait une erreur fatale. En revanche, ce que je crois, c'est que nous devons emmener avec nous tous nos compatriotes de confession ou de culture musulmane dans ce combat contre le terrorisme. Et d'ailleurs, les premières victimes du terrorisme islamiste, ce sont les musulmans eux-mêmes dans le monde. Enfin, en nombre, c'est une évidence. Il faut parler, Valérie Pécresse, de Mayotte. 3 ministres, Bruno Retailleau, Manuel Valls, Sébastien Lecornu, ont annoncé hier dans une tribune des mesures de fermeté contre l'immigration irrégulière à Mayotte. Allonger la durée de résidence régulière des parents requise pour l'accès des enfants à la nationalité française, la lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité, étendre aussi l'aide au retour volontaire aux ressortissants africains dans leur pays d'origine. Voilà, ça fait partie de ces mesures annoncées hier. Est-ce que vous êtes totalement aligné avec tout cela ? Alors d'abord, il faut que vous sachiez que l'Île-de-France a un lien tout à fait particulier avec les Outre-mer. Parce que nous sommes la première région de France qui accueille les ultramarins. Nous avons plus de 600 000 ultramarins en Île-de-France. Et notamment les Mahorais.
et notamment les Mahorais. Et donc, nous avons des partenariats avec les territoires d'outre-mer. On les a aidés pendant le Covid, on les a aidés à préparer les Jeux Olympiques. Enfin, on accueille les étudiants. Donc, on a un partenariat qui est très structuré. Et quand nous avons eu ce drame de la tempête Chido, la région Île-de-France a immédiatement voté 500 000 € d'aide d'urgence pour aider à rendre l'eau potable, pour aider à construire un hôpital modulaire, pour aider à apporter de l'aide alimentaire immédiate. Donc, on est à fond en soutien avec nos compatriotes de Mayotte. Mais vous parlez de cette question de l'immigration clandestine à Mayotte et aussi de cet appel d'air en réalité qui se fait parce que les femmes comoriennes viennent accoucher à Mamoudzou pour que leurs enfants puissent un jour être français. Donc il y a une espèce de détournement du droit français, d'abus de droit. Et ça fait des décennies que l'on dit qu'il faut mettre fin à ces dérives, et je crois que maintenant il est temps d'agir. Il est temps d'agir parce que on le voit bien en fait, cet appel d'air à l'immigration clandestine comorienne a aussi transformé Mayotte en bidonville. Et donc quand on ne peut pas accueillir correctement des personnes, alors je crois qu'il faut prendre des mesures pour éviter que cela ne se reproduise. Et je partage tout à fait l'intuition de Bruno Retailleau, Manuel Valls et Sébastien Lecornu sur le sujet. Le droit du sol est déjà restreint, en particulier à Mayotte. Il est différent de la métropole. Entre 100 et 200 000 sans-papiers aujourd'hui, on a par définition des difficultés à quantifier le nombre de sans-papiers sur Mayotte. Qu'est-ce qu'on fait pour tous ces gens ? Est-ce qu'on leur permet de s'installer définitivement ? Ou alors moi, je crois d'une manière générale, une des priorités du gouvernement Bayrou va être de remettre de l'ordre à nos frontières, et pas seulement à Mayotte. Et donc, le premier sujet en matière de politique migratoire pour le gouvernement, et c'est pas un petit sujet, c'est l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Aujourd'hui, quand quelqu'un est sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français, il y a une décision judiciaire, administrative d'abord, judiciaire souvent ensuite, qui lui dit il faut quitter ce territoire. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Donc pour Mayotte en particulier, il faut accélérer. Là, on parle pour Mayotte, à court terme, bien évidemment, la première chose qu'il faut faire, elle est humanitaire. C'est qu'aujourd'hui, qu'ils soient comoriens ou qu'ils soient mahorais, les habitants du territoire de Mayotte sont aujourd'hui privés de tout. Donc aujourd'hui, l'urgence, elle est humanitaire. Mais quand on aura passé ce stade de l'urgence humanitaire, des soins, de la nourriture, eh bien, à un moment donné, il faut faire exécuter ces OQTF. Et aujourd'hui, on a cette exigence à la fois sur le territoire de Mayotte et à la fois sur le territoire français de métropole, parce que un pays qui n'arrive pas à faire respecter ses frontières, c'est un pays qui n'arrive pas à se faire respecter tout court. Et moi, je suis désolée, mais je suis partisan d'un État fort. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. On vous retrouve juste après le fil info de 8h45. Maureen Suignard. Nicolas Sarkozy sera présent cet après-midi pour l'ouverture du procès. L'ancien président au tribunal pour répondre sur les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007. Il est jugé avec plusieurs de ses proches, d'anciens ministres, Claude Guéant, Brice Hortefeux et Éric Woerth. Nicolas Sarkozy risque théoriquement jusqu'à 10 ans de prison. La Vendée n'est plus en vigilance orange. La tempête Florian se déplace d'ouest en est. 20 départements restent en vigilance au vent violent, du Maine-et-Loire aux Ardennes. La Loire et le Rhône sont aussi concernés. De nombreux trains sont supprimés ou retardés. Dès que le budget sera voté, on mettra en œuvre toutes les aides négociées depuis plusieurs années. Voici la promesse ce matin de la ministre des Comptes publics alors que des agriculteurs de la coordination rurale se mobilisent. Pour le moment, ils sont bloqués hors de Paris par les gendarmes. On forcera les barrages, affirme sur France Info un responsable du syndicat agricole. Meilleure comédie, meilleur film étranger, meilleure chanson, meilleure actrice dans un second rôle. Emilia Pérez, le film du français Jacques Audiard, décroche 4 Golden Globes, trophées qui peuvent être annonciateurs avant les Oscars. Le film raconte comment un chef de cartel mexicain va changer de sexe. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et la présidente LR de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, on évoquait Mayotte et notamment la question migratoire. Cette question qui est l'un des points de crispation du nouveau gouvernement de François Bayrou, dont on attend dans 8 jours le discours de politique générale. François Bayrou qui refuse, lui, une nouvelle grande loi immigration. Est-ce que pour vous c'est essentiel, une nouvelle loi ? D'abord, je vous l'ai dit, la priorité en matière migratoire, c'est d'abord de faire respecter le droit français.
Donc de faire respecter les décisions françaises. Je parlais des obligations de quitter le territoire français, c'est une évidence. Donc pas besoin d'une nouvelle loi ? Le vrai problème d'une nouvelle loi immigration, c'est que je ne vois pas ce qui a changé dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel aujourd'hui, entre l'année dernière et aujourd'hui. Donc le risque, si on faisait une nouvelle loi, c'est que, en l'état actuel de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cette nouvelle loi risquerait d'être censurée, comme l'a été la loi l'année dernière. La vérité, ce que je crois, c'est qu'il faut une profonde évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ces sujets, et notamment sur les sujets d'immigration. Mais pas que, aussi sur la question de la lutte antiterrorisme. On parlait tout à l'heure des attentats antiterroristes. Vous savez que le Conseil constitutionnel avait jugé inconstitutionnel de mettre des peines de rétention de sûreté pour les terroristes islamistes à leur sortie de prison. Or, vous savez qu'il y a des dizaines de terroristes islamistes qui chaque année sortent de prison, et on ne peut pas aujourd'hui les mettre en résidence surveillée. Donc je pense Ils ont déjà été condamnés. Oui, mais on l'a fait pour les criminels pédophiles. On a fait la rétention de sûreté. Moi, je pense qu'on doit le faire aussi pour des criminels qui sont extrêmement dangereux, qui sont des terroristes radicalisés, qui ne se sont pas du tout déradicalisés en prison. Pour finir sur votre question, ce que je crois aujourd'hui, c'est que le général de Gaulle n'a pas fait la Constitution de 1958 pour qu'elle protège les ennemis de la France. Il n'a pas fait la Constitution de 1958 pour affaiblir l'État français. Donc je crois que la jurisprudence du Conseil constitutionnel, telle que petit à petit elle s'est construite au fil des ans, etc., a abouti finalement à un peu échapper à son créateur et à l'esprit du Constituant de 58. Donc je crois qu'il faut... Pardon, mais on parle d'immigration, Valérie Pécresse. Oui, mais... C'est pas forcément des ennemis de la France. Non, mais je parlais des terroristes islamistes. Ok. Je parlais des terroristes. Sur l'immigration, vous disiez. Sur l'immigration, c'est affaiblir l'État français. Affaiblir l'État français. Si le Parlement décide de voter une loi dans laquelle il dit, par exemple, ce que je pense être tout à fait légitime, que une personne qui est clandestine, irrégulière en France, n'a pas les mêmes droits qu'une personne qui est dans la légalité, une étrangère en situation régulière ou un Français qui n'a pas les mêmes droits, qui ne doit pas avoir les mêmes droits, ça me paraît légitime. C'est le cas, Valérie. C'est totalement faux. La jurisprudence du Conseil constitutionnel aujourd'hui impose qu'on donne les mêmes droits sociaux à un étranger clandestin en situation irrégulière et à un étranger en situation régulière ou à un Français. Et ça donne quoi ? Je vous donne un exemple. En Ile-de-France, 50% de réduction dans les transports en commun pour les clandestins. Je trouve que c'est totalement ridicule. Le Conseil constitutionnel a censuré le législateur quand il a voulu changer la loi en disant même droit pour tous. Eh bien, c'est une jurisprudence qui n'est absurde. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que vous savez qu'en mars, il va y avoir un changement au Conseil constitutionnel, il va y avoir la nomination de nouvelles personnalités. Successeur de Laurent Fabius, et moi, notamment. j'appelle, parce que le Conseil constitutionnel est une juridiction souveraine, j'appelle à un changement de jurisprudence du Conseil constitutionnel à la faveur de ces nominations, de ces nouvelles nominations. Ça ne passe pas forcément être faites par un changement de constitution. Non, mais regardez, aux États-Unis, je vous explique. Aux États-Unis, par exemple, c'est la Cour suprême des États-Unis qui, à un moment donné, a déclaré légal l'avortement. C'est un changement de jurisprudence. Les juges constitutionnels peuvent très bien décider de changer leur jurisprudence et de réinterpréter la Constitution de façon à ce qu'elle protège la France. Le nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard, convie à son tour... Et si évidemment ça ne se faisait pas, il faudrait changer la Constitution. Voilà, une loi constitutionnelle. Dans quel terme, on verra. Pour le moment, le nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard, convie à son tour les partis pour discuter du budget. Avec Michel Barnier à Matignon, à LR, des hausses d'impôts étaient prévues pour les plus riches et les très grosses entreprises. Il faut reprendre ces mesures ? Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut le moins d'augmentation d'impôts possible. Nous sommes un pays qui est déjà surimposé. Et l'impôt juste, c'est l'impôt efficace. On est les champions du monde du paiement des impôts et nous n'avons pas des services publics champions du monde. Donc ça veut dire qu'on peut dépenser mieux l'argent. Il y a des économies à faire partout. Et ce que j'aimerais, c'est que Éric Lombard non seulement reçoive les partis, mais surtout qu'il reçoive tous ses confrères ministres et qu'il leur dise vous devez être des chasseurs de gaspillage, C'est pas le cas aujourd'hui ? Mais non, bien sûr que non. Dans le dernier budget, on demandait aux collectivités locales de faire
4% d'économies sur leur budget. C'était les 5 milliards d'économies que les collectivités locales devaient faire. Nous ne sommes absolument pas responsables de la dette de l'État, je tiens à le dire, mais on nous demandait 4% d'économies. Pourquoi est-ce qu'on demande aux collectivités locales 4% d'économies et que l'État ne donne pas l'exemple et que tous les ministères ne font pas 4% d'économies? Matignon, l'Élysée, le Parlement, pourquoi ils ne commencent pas par eux-mêmes? Donc oui, il faut être chasseur de gaspillage. C'est ce que j'ai fait à la région Île-de-France. Depuis 10 ans, nous chassons les gaspillages en permanence. Nous avons réduit de 10% nos dépenses de fonctionnement et cet argent, on l'a remis dans nos priorités. On a investi dans l'avenir. On a fait des mesures vraiment sociales. Donc, ce qui est contraire du social, contraire de l'investissement d'avenir, c'est le gaspillage d'argent public. Et je vous assure... Mais pour la région Île-de-France, par exemple, pour 2025, c'est 15 millions d'euros de moins pour la culture. Alors, la culture, j'ai pris un engagement. Et cet engagement, c'est de dépenser 100 millions d'euros par an pour la culture. Et cet engagement, il est totalement tenu. Nous avons, cette année, ponctuellement un certain nombre de baisses, parce que nous n'avons plus l'Olympiade culturelle, qui était un très grand investissement que nous avons fait pour les Jeux Olympiques. Nous avons fait parcourir des troupes, l'Île-de-France, pour les Jeux Olympiques. Donc, mon engagement pour la culture, il est tenu. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de collectivités en Île-de-France qui dépensent 100 millions d'euros pour la culture. Sur les transports, c'est autre chose. Depuis le 1er janvier, tout trajet en métro, en train ou RER en Île-de-France est au prix de 2,50 €. Un tarif unique, quel que soit le trajet effectué. Donc, vous le présentez comme une simplification, mais en réalité, c'est surtout une grosse augmentation, non? Non, c'est une révolution. Vous n'avez pas compris. C'est une révolution. C'est la révolution billettique. Oui, je voulais augmenter. Parce que c'est tarif unique, 2 tarifs uniques. 2,50 € pour le train, métro, RER. S'il y en a 2, c'est qu'ils sont pas uniques. Non, 2 tarifs uniques. Bah oui, mais c'est quand même très... On en a 50 000 aujourd'hui. Alors vous comprendrez que je les appelle les 2 tarifs uniques, parce qu'il y a 50 000 tarifs différents en Île-de-France aujourd'hui. Donc un tarif de 2,50 € pour le tramway, pour le train, métro, RER, et un tarif de 2 € pour le bus et le tram. Et ça s'adosse à une vision, cette simplification ultime. Ça s'adosse à une vision d'une région sans frontières. Une région dans laquelle les habitants ont tous la même dignité, où qu'ils habitent, dans un quartier populaire, dans le quartier populaire de Grigny, ou bien dans le territoire rural de Provins. Même dignité, même droit, même liberté de se déplacer, même possibilité, même égalité des chances. Voilà. Mais avec des prix qui augmentent, encore une fois, je le dis, Valérie Pécresse, le pass Navigo, il augmente lui aussi, 88,80 € par mois, alors, désormais, prix qui n'a cessé d'augmenter. Pardon, ne mélangeons pas le pass Navigo, j'y viendrai, parce que le pass Navigo, c'est un autre sujet. Mais le ticket unique, c'est 4 millions d'utilisateurs occasionnels qui vont, grâce à Liberté Plus, le pass Liberté Plus, qui est la deuxième grande innovation de cette année, pouvoir payer en post-paiement pour 1,99 € tous leurs trajets, correspondance offerte. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de prendre un Liberté Plus pour pouvoir payer moins cher. Et en revanche, les 2,50 €, c'est pour les visiteurs, c'est pour les touristes. Et effectivement, vous l'avez compris, mon obsession, depuis déjà plusieurs années, c'est de faire payer un peu davantage les visiteurs et les touristes, ceux qui ne prennent que le métro dans Paris. Et c'est pour eux qu'effectivement ça va augmenter, et la réforme est globalement équilibrée, mais elle touchera beaucoup plus les visiteurs et les touristes qu'elle ne touchera les franciliens, qui eux vont être très massivement bénéficiaires. Mais je reviens sur l'augmentation du Navigo quand même, pour vous dire juste... Ça, c'est l'abonnement, pour les non-franciliens, voilà. C'est important. Oui. Le pass Navigo, c'est l'abonnement pour ceux qui vont travailler. Vous savez qu'on a le remboursement employeur quand on a un pass Navigo, donc il va augmenter d'à peu près 1 € par mois. C'est une petite augmentation négociée avec le gouvernement pour une colossale amélioration du service. On a aujourd'hui la ligne 14 pour aller à Orly, pour aller jusqu'à Saint-Denis-Pleyel. On a le RERE qui arrive à la Défense. La Défense, Gare du Nord en 10 minutes. Le RERA, le RERB, le RERD qui vont être désaturés de 10%. Le tramway 3 qui arrive à la porte Dauphine. Le tramway 12 qui fait Massy-Évry. Non mais un nouveau câble. Le câble A qui va arriver donc en Ile-de-France. Ça, c'est pour les Français. 163 métros nouvelle génération. Non mais voilà, la révolution des transports, elle a un coût. Et ce coût, il est payé, mais vraiment au minimum par les usagers. Question importante, Valérie Pécresse, sur ce procès qui ouvre tout à l'heure cet après-midi à Paris. Vous avez été ministre d'un président qui va bientôt porter un bracelet électronique qui comparaît à nouveau devant la justice pour l'affaire du financement présumé par la Libye de sa campagne de 2007. Cette fois-ci, Nicolas Sarkozy encourt 10 ans de prison, 375 000 € d'amende. Qu'est-ce que tout cela, cette situation de Nicolas Sarkozy vous inspire ce matin ? D'abord, vous comprendrez que je ne peux pas faire des commentaires sur un procès qui va se dérouler, qui est en cours. Mais bien évidemment, la situation me rend triste. Parce que moi, ce que je veux
ce que je veux, c'est me souvenir de Nicolas Sarkozy, qui a été un grand président de la République et qui a fait des réformes courageuses et audacieuses. Et moi, j'ai été fière d'être sa ministre, d'être celle qui a porté l'une des réformes les plus emblématiques, celle de l'autonomie des universités. Alors aujourd'hui, voilà, nul n'est au-dessus des lois. Mais j'ai une pensée humainement pour lui et pour Carla, parce que je pense qu'ils vont vivre une période très difficile. Laurent Wauquiez, un autre de vos collègues, Laurent Wauquiez, lui qui était il y a encore quelques semaines président de région, comme vous, est soupçonné d'avoir organisé des dîners fastueux avec de nombreuses personnalités en utilisant de l'argent public. Le Conseil d'État le somme de rendre public, de diffuser la liste de ses invités. C'est normal, il doit s'expliquer. Écoutez, moi, ça ne me paraît pas illégitime qu'un président de région organise des dîners de promotion de sa région. Vous le faites, vous aussi ? Nous avons des dîners de promotion de la région. Nous en avons fait au moment des Jeux Olympiques. On parle d'un dîner à 100 000 euros. 100 000 euros, 90 invités. J'y viens. Oui. Nous le faisons en totale transparence et sous le total contrôle de l'opposition. Et je crois que c'est ce que nous devons aux électeurs qui nous élisent. Totale transparence sur qui on invite et sur combien ça coûte. Pourquoi ? Parce que ça leur permet de juger si cet événement, il était justifié ou pas. Et moi, je considère que tous les événements de promotion de la région que nous avons organisés en Ile-de-France étaient justifiés, qu'ils avaient un intérêt pour la région. Et je pense que Laurent Wauquiez aura à cœur de le justifier lui aussi. Merci beaucoup Valérie Pécresse, la présidente Les Républicains de la région Île-de-France, était l'invitée de France Info ce matin. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia, Renaud Dely pour les informer dans quelques minutes.